Alors ça ne vous a sans doute pas échappé, mais dans quelques jours, c'est Halloween. Et le thème de la vidéo est donc tout trouvé. On est allé chercher sur Reddit différentes histoires qui se sont déroulées durant cette période-là. Pour plus d'immersion, on a rajouté les voix, qu'on a tournées en voix off avec mon équipe. Bref, sinon les témoignages sont authentiques, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va voir 3 trucs. Déjà, une petite fête qui va très mal tourner. Ensuite, la pire soirée de l'année pour un opérateur du 911 et une soirée cauchemardesque pour 2 antiquaires. Et tout ça, je vous le propose en buvant dans cette merveilleuse tasse Gustave mon café pomme. On y va. Cette première histoire est racontée par une fille qui a supprimé son compte Reddit. Et donc, on n'a ni pseudo, ni prénom, et donc on l'a appelée d'un commun accord entre nous et nous-mêmes, Erika. Alors bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, elle s'excuse d'ailleurs d'avance s'il y a des erreurs ou des choses qui n'ont pas de sens. En gros, cette histoire est racontée à travers 2 points de vue, celui d'Erika et celui de sa meilleure amie. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Sa petite histoire s'est déroulée un week-end d'Halloween et elle n'aime pas spécialement en parler. Mais son ami lui a quand même dit « Partage ça sur Reddit, ça te fera un bon exutoire ». Donc voilà, le contexte est dit, maintenant venons-en à cette soirée qui nous intéresse. Avec ma pote, on a été invité à une soirée organisée par les étudiants de la zone la plus riche de la ville. Et là, oublie les espèces de maisons de fraternité où on s'entasse à 90 dans une petite pièce, parce qu'on en est très loin. Là, le manoir, parce que c'est presque un manoir, est immense, avec un jardin à perte de vue et une piscine. Et le thème de la fête, même si c'est Halloween, est un peu coquin si on peut dire. Mon amie était habillée en infirmière sexy, et moi je m'étais déguisée en sorte de danseuse exotique pour rester polie quoi. Là, la majeure partie de la fête se déroule dans la maison, car il y a environ 70 personnes, et vu que la maison est spacieuse, ils sont pas entassés, ils ont pas besoin d'aller dans le jardin, qui est immense, comme j'ai dit. Je suis pas une grosse buveuse d'alcool, loin de là, donc je me suis contentée de boire le seul truc non alcoolisé que j'ai pu trouver, qui était du jus de fruits. Bref, le temps passe, la soirée se passe bien, Erika s'amuse beaucoup, et puis il y a un mini shooting photo qui s'improvise. Elle pose donc son verre, qui n'est pas un café pomme, attention, et puis elle rejoint son groupe. Après ce qui me paraissait être à peu près 1 heure passée à prendre des photos, je suis allée récupérer mon verre, et puis j'ai bu une autre gorgée, sans vraiment m'inquiéter de l'avoir laissé sans surveillance tout ce temps. Et c'est alors qu'à un moment, un homme s'approche d'elle, un jeune homme, qui doit avoir entre 20 et 30 ans, quoi. C'est pas très précis, mais il est impossible d'estimer son âge précisément, Le fameux « tu me donnes quel âge ?» Bon voilà, on y est, quoi. Et là, avant qu'elle puisse poser la question de savoir si c'est un étudiant, s'il est vraiment invité, il lui parle directement. Il m'a dit que mon petit ami avait essayé de m'appeler, en mentionnant son prénom, et du coup j'ai forcément pris ça très au sérieux. Et puis j'ai remarqué que j'avais plus du tout mon téléphone sur moi, et que j'avais absolument aucune idée de où il pouvait se trouver. Petit disclaimer, mais Erika d'ailleurs précise qu'elle a beaucoup de respect pour son petit ami, qui font toujours en sorte de rester en contact l'un avec l'autre, surtout quand chacun part de son côté, quoi. Bref, 2 âmes sœurs. Et même s'il travaille ce soir-là, Erika a promis de le contacter, mais elle a tout simplement oublié au cours de la soirée de le faire. L'inconnu me tire de mes pensées à ce moment-là en me disant que c'est urgent et que si vraiment je trouve pas mon portable, il peut me prêter le sien. Il me propose aussi de monter à l'étage en me disant que on serait au calme, loin de la musique pour pouvoir passer mon coup de fil. Du coup, sans réfléchir, j'ai suivi ce type parce que je me suis dit que si mon petit ami veut absolument me joindre, je savais que ce serait quelque chose d'urgent ou de grave quoi. Après avoir monté du coup les marches, Erika arrive dans la chambre complètement épuisée, comme si elle avait couru plusieurs kilomètres. Probablement qu'elle fait pas beaucoup de sport du coup, parce que un étage ou 2 ça tue pas. Le gars ferme du coup la porte derrière nous, m'aide à m'asseoir sur le lit et me tend son téléphone pour que je puisse appeler mon petit ami. À ce moment-là, je me sens de plus en plus faible, j'ai une sorte de migraine qui commence d'un coup, mais de façon fulgurante, et je décide de m'allonger sur le lit et je perds connaissance. Alors au bout d'un moment, Erika se réveille, elle sait plus trop où elle est là, elle est un peu dans le brouillard. Elle sait pas ce qui s'est passé non plus. Et le premier truc qu'elle voit, c'est sa pote qui est en train de frotter une serviette sur son ventre, tout en criant. Je comprends pas trop ce qui se passe et il m'a fallu quand même un peu de temps pour revenir à la réalité. Là, je commence à regarder autour de moi, je me rends compte que je suis dans la même chambre et là, d'un coup, je rentre dans un énorme état de panique. Parce qu'elle réalise qu'elle a sans doute été droguée, peut-être violée, et sa pote fait tout ce qui est possible pour essayer de la calmer, mais en vain. Elle arrête pas de me répéter que non, ce n'est pas ce qui est arrivé, que je dois absolument redescendre en pression, qu'il faut pas que je m'inquiète. En gros, après de longues minutes, j'arrive à reprendre une respiration normale et elle me raconte ce qui s'est passé pendant que j'avais perdu connaissance. Alors, elle a dit qu'elle pensait qu'Erika était allée au shot et puis elle a fini par s'inquiéter quand elle a vu qu'elle revenait pas après un bon moment, quoi. Et donc, elle est partie à sa recherche et elle a fini par vérifier les chambres et c'est là qu'elle l'a trouvée allongée sur le lit avec un inconnu qui était sur elle. En gros, ce dernier arrêtait pas de me verser de la tequila dans le nombril avant de le boire. Et il faisait ça en boucle.
Puis il léchait le sel qu'il avait positionné un peu plus haut sur mon corps. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en écoutant ça, je me suis sentie vraiment à 2 doigts de vomir. Voilà, vous savez, le tequila puff, le fameux cocktail, là c'était sur elle. Bon, au final, elle arrive quand même à se calmer un peu. Et puis, elle espère de tout cœur qu'il ne s'est rien passé de plus. Heureusement, son petit ami a été mis au courant et il a pu partir plus tôt du travail pour venir récupérer Erika dans la foulée. À côté de ça, ma pote a commencé à mener sa petite enquête dans la soirée et sans trop de surprise, personne connaissait ce mec et personne ne l'avait vu. Bref, il ne fait donc aucun doute que ce mec n'était pas du tout un étudiant, mais juste un mec creepy qui devait passer dans le coin et qui est venu dans la maison. Bref, quand le mec d'Erika, son petit ami, est arrivé, il l'a emmené aux urgences pour qu'elle soit examinée. Et là, en arrivant aux urgences, heureusement, tout semblait ok. Et la drogue contenue dans son verre n'a pas fait plus de mal que ça. Pas plus qu'une perte de connaissance, quoi. Donc c'était sans doute du GHB ou un truc du style. J'aimerais que l'histoire s'arrête là, mais j'ai commencé à recevoir des textos d'un gars qui, dans un premier temps, a juste tapé la discute. Mais vu que je répondais pas, a commencé à m'envoyer des photos et à me harceler. On imagine bien qu'il y avait des chances que ce soit le même type qui avait fait son tequila puff sur son ventre. Et bien sûr, porter plainte, ça n'a servi à rien. Et si à un moment Erika a hésité à lui tendre un piège ou un truc du genre, elle s'est dit que c'était sans doute la pire idée. Ça a duré des mois avant que ça s'arrête. Mais depuis, j'ai souvent l'impression bizarre d'être suivie quand je suis en public. Et puis, il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de croire que je l'avais revu. Je suis toujours effrayée quand un mec me regarde trop longtemps, mais j'ai fini par apprendre à surmonter mes traumatismes et j'espère en faire de même avec celui-ci. Alors, j'aimerais vous raconter une petite anecdote sur moi. La dernière fois que j'ai bu le fameux cocktail Tech Puff, tequila, sel, machin, tu croques dans ta main, je sais plus quoi. Moi, je vais jamais en boîte de nuit et tout. Là, j'étais allé en boîte à ce moment-là avec quelques amis. Il y en a un qui était chaud patate, il arrêtait pas de nous payer des Tech Puff. J'ai dû en avaler en en 2-3 heures, 10. Je sors dehors, à un moment, je suis crevé, je veux rentrer à la maison. Là, on prend un Uber. Je sens que ma tête, elle commence à chavirer gentiment. Mais bon, là, il y a le Uber qui est sympa, il nous raccompagne, machin, il nous dit, vous êtes cool, parce que moi j'en ai marre des mecs qui vomissent dans ma voiture. À la fin du trajet, qu'est-ce qui se passe ? Je vomis tout dans la voiture. Mais comme je suis un gentleman, je vais pas lui salir son truc. J'ai pris mon t-shirt comme ça, en mode réservoir, et du coup j'ai tout vomi dedans. Donc j'avais une belle allure après dans la rue, parce qu'il m'a un peu laissé là. C'est cadeau. Enfin voilà pour cette petite anecdote. Ne soyez pas trop dur envers moi-même, quoi. Et pour cette deuxième histoire, il n'est pas question de contact direct là, mais ça sera pas moins traumatisant pour autant. Cette histoire-là est racontée par un mec qu'on a appelé Marcus, parce qu'il n'avait pas donné d'infos sur son identité. Il nous indique qu'il est ce qu'on appelle un répartiteur au 911, 911 quoi. Et il a décidé de partager son témoignage suite à une question qu'on lui a posée, qui concernait les jours les plus chargés de l'année. En réalité, les appels d'urgence sont aussi variés que les gens qui appellent. Mais on peut dire que les week-ends sont nettement plus chargés. Mais surtout, il y a 2 jours particuliers de l'année que je redoute beaucoup. Déjà le 4 juillet, parce que la bière et les feux d'artifice, ça fait pas bon ménage, et Halloween. Alors Marcus, c'est pas ce qui rend les gens fous à cette occasion, peut-être l'alcool ou alors la surcharge de sucre dans les bonbons, mais il y a un pic d'appels tous les ans et encore plus quand Halloween tombe un week-end. Et c'est ce qui nous amène à la soirée qu'il veut nous raconter. Je m'en souviens précisément, c'était en 2015 alors qu'Halloween tombait un samedi. Et si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais probablement pris un jour de congé. Donc assez rapidement, il reçoit un appel d'une fille et elle dit que elle a été suivie jusque chez elle après avoir passé la soirée dans une sorte de fête universitaire. Et là, la personne qui l'a suivie, c'est un mec et il était à 2 doigts d'entrer chez elle. Mais elle est arrivée à verrouiller la porte à 1 seconde près. Suite à ça, le type louche qui la suit veut essayer de la forcer pour rentrer. Il s'est calmé après quelques minutes, mais elle pensait qu'il faisait juste le tour de la maison. Et elle a alors composé le 911 et elle est tombée sur moi. J'ai quand même envoyé le flic chez elle pour voir si tout était en ordre. Mais s'il y a un truc qu'il n'a pas vu venir, c'est le cri qu'elle pousse contre les policiers qui ont tapé à sa porte. Et ça, c'est un cri qui lui a glacé le sang à Marcus, parce qu'il était resté avec l'appel tout le long. Je savais même pas qu'un être humain pouvait pousser ce genre de cri alors qu'il n'était même pas torturé ou violenté physiquement. Là, du coup, il essaye de parler assez fort pour lui dire « Non mais c'est les flics, calme-toi, tu peux leur ouvrir !» Une mise en bouche dont sincèrement, je me serais bien passé ce soir-là. Bref, une affaire classée si on peut dire, et alors que je suis en pause depuis 2-3 heures, je reçois un autre appel d'un mec complètement pété. Alors Marcus essaye de garder son calme car ça fait un peu partie de sa routine et lui demande alors quel est son problème. Et là, en échangeant avec ce mec au bout du fil, Marcus se rend compte qu'il s'est tiré une balle dans la tête et donc il ne sait pas trop dans quel état il se trouve en ce moment même. Mais il semble qu'il ait les mêmes effets qu'un trop plein d'alcool. Ça commence alors à me faire froid dans le dos parce que plus le temps passe, plus je m'imagine à quoi il pourrait ressembler.
Il met alors donc les ambulanciers sur le coup et au courant le plus rapidement possible et il garde le type au téléphone pendant tout ce temps et lui pose pas mal de questions en essayant de le rassurer en continu, en lui disant que les secours sont là d'une minute à l'autre. D'ailleurs à un moment, Marcus n'entend plus rien. Bêtement, je me dis qu'il met toute la force qui lui reste pour tenir bon, encore quelques minutes. Mais malheureusement, le temps que les ambulanciers arrivent sur place, le pauvre homme avait succombé de ses blessures. Et c'est bien évidemment pour ça qu'il ne disait plus le moindre mot. Encore aujourd'hui, je sais pas s'il s'agissait d'une tentative de suicide ou d'un simple accident, mais cela a en réalité assez peu d'importance. Et puis, il y a eu le pire appel de la soirée, et sans doute d'ailleurs le pire appel de sa carrière. En fait, pour vous dire, il reçoit l'appel d'un gosse qui devait avoir 14-15 ans à tout casser. Dans un mix de cris et de pleurs, il m'indique qu'il vient de rentrer chez lui et qu'il est tombé nez à nez avec son père, pendu, en arrivant à l'intérieur. Là, Marcus a alors dû lui demander si le corps de son père était froid et lui a répondu que non. Marcus dit alors au gosse que c'est bon, il a appelé le secours et qu'ils arrivent, mais qu'en attendant, il faut qu'il essaye de décrocher son père de là. Ses cris et ses pleurs ne cessent de s'accentuer et je commence à me sentir très mal, en m'imaginant à la place de ce pauvre gosse, qui est sans doute en train de faire l'expérience la plus traumatisante de sa vie. En tout cas, après des dizaines de secondes qui paraissent interminables, le gamin arrête de parler, mais ne raccroche pas. Quelques minutes plus tard, mon collègue juste à côté de moi reçoit un appel d'une personne habitant dans la même rue. Apparemment, les voisins ont vu un gamin en plein milieu de la rue hurler à la mort. D'ailleurs, ces personnes n'avaient sans doute aucune idée du fait que ce gamin, c'était le petit qu'il avait eu au téléphone et qu'il avait vu son père pendu. Je pense très souvent à ce pauvre gosse et surtout, je déteste son père qui lui a fait ça. De ce que j'ai compris, ils vivaient juste tous les deux et c'était donc sûr que son fils allait être la personne à le trouver comme ça. Donc son histoire s'arrête comme ça, de manière aussi abrupte. Donc très probablement, ils ont dû retrouver le gamin là en train de pleurer dans la rue. Les ambulances sont arrivées, ils ont dû décrocher le papa et ça s'est arrêté là. D'ailleurs, ça ne va pas vous surprendre, mais il a eu énormément de mal à dormir pendant plusieurs nuits suite à ça. Ayant des flashs du mec avec la balle dans la tête et du père qui s'est pendu, alors que je ne les avais même pas vus. Et c'est vrai que du coup, on se dit, rien qu'au téléphone, on peut vivre des choses vraiment hardcore. De quoi vous traumatiser un peu plus pour le soir d'Halloween. Donc je compatis effectivement avec lui et notre dernière histoire se passe également sur un lieu de travail, ce que cette fois-ci, la rencontre a été beaucoup plus concrète. Notre dernière histoire est racontée par Underpants Bandit. Ça fait plaisir de trouver quelqu'un avec un pseudo. On s'en fout, on va le renommer. On va l'appeler Katharina pour un meilleur récit. Pourquoi Katharina ? Au pif, voilà. Alors elle commence, Katharina, par nous remettre un petit peu de contexte. Avec son mari, Jim, il possède un commerce d'antiquités dans un énorme bâtiment de 5 étages. Il y a plusieurs autres locataires, dont un restaurant. Et l'année dernière, c'était en 2022, Halloween a eu lieu un lundi. Voilà, je vous le rappelle, ça fait plaisir. On a alors fermé le commerce à 17h et on est allé dîner tôt en ville. Bref, il s'installe, il commence à manger, mais vers 18h30, Katharina reçoit un coup de fil de Sonitrol. Donc c'est une société de surveillance, voilà. La raison, un détecteur de mouvement s'est déclenché au niveau inférieur, puis un autre s'est déclenché au rez-de-chaussée. Dans le doute, on décide de partir du restaurant pour retourner à notre boutique, mais on se dit que c'est un oiseau ou un rat. Bon, après elle dit quand même qu'ils n'ont jamais trouvé de rat là-bas, mais on sait jamais, c'était quand même une façon de se rassurer. En réalité, à 18h30, il fait un petit peu nuit, mais c'est quand même trop tôt pour un cambriolage. Il y a des gens dans la rue et tout, ça a pas de sens. Bref, on arrive sur place avec Jim, je désactive l'alarme et je commence à tripoter bruyamment les clés dans le doute. En ouvrant les grandes portes en fer qui séparent les étages, je continue de faire du boucan pour bien me faire remarquer. Alors là, j'ouvre les portes. Allez, oui. Ah non, il y a absolument personne, non, vraiment personne, non, enfin rien. Et puis lui, Jim, de son côté, fait un tour dehors pour voir s'il y a des signes d'effraction. Mais rien, les portes et les fenêtres sont intactes. J'ai néanmoins une sensation de malaise qui se fait de plus en plus présente. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il fait nuit, je vois des ombres partout, mais visiblement, il n'y a que des armoires et des étagères à perte de vue, rien d'autre. Et puis elle n'a pas d'autre choix, Katharina doit descendre à l'endroit où le détecteur de mouvement s'est déclenché, donc au sous-sol. Et là, elle est persuadée que Jim la suit. Parce que après tout, comme vous le savez, c'est sans doute un rat, un chat ou un oiseau qui a dû passer par là. Plutôt que d'allumer tout le plafonnier, je décide d'utiliser la lumière de mon téléphone. Et arrivé à l'endroit du détecteur de mouvement, rien. Juste la lumière rouge du boîtier qui continue de clignoter.
Bon, Katharina fait alors demi-tour pour rejoindre Jim, qui fouille de son côté d'autres endroits du magasin. Et là, au détour d'un virage, elle tombe nez à nez avec un kit de cambriolage, posé au milieu du sol. Des coupes-boulons, un poste à souder avec une grosse bonbonne. Là, on a de la chance, c'est la vraie photo qu'elle a pu prendre à ce moment-là, c'est ça. D'ailleurs, elle se rappelle qu'il n'y avait pas de fenêtre ou même de porte cassée. Et donc, elle se dit que l'individu qui a posé ça là, il est probablement encore là, dans l'obscurité, quelque part tout autour là. Je commence alors à chuchoter « Jim, s'il te plaît, s'il te plaît ». Mais il ne m'entend pas. Hors de question de crier, et plus honnêtement, impossible de crier. Vous savez, comme dans ce genre de rêve stupide, ma voix est bloquée. Du coup, Katharina est là avec des outils de cambriolage prêts à être utilisés et une présence hostile qui est tapie dans l'ombre, qui est d'ailleurs sans doute en train de la regarder pendant qu'elle appelle à l'aide. Je n'ai aucune idée du temps que cela a duré, si c'était quelques secondes ou de longues minutes, mais finalement, Jim, qui ne me voyait pas revenir, arrive vers moi et je lui montre directement du doigt tout l'attirail posé par terre. Et lui, il peut pas s'en empêcher, il dit un « Oh putain !» Il prend alors Katharina par le bras et ils sortent directement du bâtiment avant d'appeler le 911 dans la foulée. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée et n'a pas été spécialement impressionnée par le kit de cambriolage posé à terre. Puis nous avons commencé à visionner les images de sécurité et d'un coup, l'ambiance n'était plus du tout la même. Et là, Katharina tombe, en regardant la vidéo, sur le visage de l'individu qui est rentré chez elle et qu'elle nous partage parce que c'est vraiment la photo en question. On commence à visionner les différentes caméras jusqu'à remonter la fin d'après-midi. Ce type, bâti comme un charpentier, s'était en réalité accroupi derrière une bibliothèque quelques minutes avant qu'on ferme le magasin. Pourtant, il était bien costaud et il le voit sur les caméras de sécurité, c'est évident. Puis, alors, il a attendu sagement que elle et Jim partent, que toutes les lumières soient éteintes, pour sortir alors de sa cachette et commencer son petit tour. Sur les vidéos, on voit qu'il fait preuve d'un sang-froid glaçant. Il a fabriqué une espèce de masque avec les trucs qu'on trouvait dans la boutique, ce qui est assez bizarre, car avant de l'enfiler, il a fixé la caméra à visage découvert. Comme vous pouvez le voir, c'est encore une fois les vraies photos. Donc voilà, il regarde la caméra, après il met son masque. Pas très malin quoi. Ce mec a alors ensuite continué de s'équiper, il a mis des gants, puis il a ensuite commencé à empiler quelques valises devant une haute grille de fer pour la franchir. Et là, la fameuse grille qu'il a escaladée, c'est la grille que vous voyez derrière moi, c'est la vraie photo. Il a couru dans le hall, déclenchant le fameux détecteur de mouvement, et il a tourné en rond comme s'il cherchait quelque chose. Puis il a mis la main sur une échelle pour repasser par-dessus la grille. Il est revenu dans la première pièce, et il a refixé la caméra dans les yeux sans aucune raison. C'était bizarre, j'ai l'impression qu'il faisait comme du parcours dans les différents étages parce qu'il s'attardait pas sur des objets et il cassait rien. Jusqu'au moment où on le voit sur une caméra avec son fameux kit de cambriolage qu'il a sorti de je ne sais où. Il a alors, grâce à ça, déglingué une boîte en fer fermée à clé où se trouvaient des petites clés qui lui ont permis d'ouvrir les vitrines. Et c'était alors à ce moment-là qu'il avait entendu Katharina ouvrir la porte d'entrée. Parce qu'on le voit sur la caméra de sécurité, il se fige avant de retourner se cacher. Il a alors balancé son butin au sol avec les outils et il s'est caché. La vidéo d'après m'a glacé le sang parce qu'on me voit passer dans le couloir à seulement quelques petits centimètres de lui. Donc il y avait vraiment quelque chose d'étrange à ce moment-là quand elle était sur place. Jim rejoint alors Katharina, ils s'enfuient ensemble, donc voilà, la suite on la connaît. Et c'est à ce moment-là que le cambrioleur a couru jusqu'au sous-sol. Dans ce sous-sol, il y a un accès à un tunnel qui fait le tour du bâtiment. Et le type a forcé la porte et est entré par là. Alors, c'est assez étonnant parce que Katharina, elle a jamais mis les pieds là-dedans. À cause d'araignées qui font la taille d'une assiette. En plus, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est boueux, humide. Bref, ça donne pas envie de faire d'urbex. Au bout du tunnel, il y a une minuscule trappe de sortie. Et après de nombreux virages, vous débarquez dans la cuisine du restaurant au rez-de-chaussée de notre bâtiment. Donc même si vous sortez par là, vous faites irruption en plein milieu d'une cuisine, occupée par des dizaines d'employés car c'est le soir d'Halloween. Sauf que, visiblement, il n'y a aucune preuve qu'il soit sorti par cet endroit-là. Pourtant, c'est le seul endroit. Parce qu'il n'y a pas eu de traces de boue, personne n'a été vu devant les caméras de sécurité du restaurant, aucun cuisinier ne l'a remarqué. À la fin, nous tous, y compris la police, commencions pas mal à perdre notre patience et ça commençait à paniquer. Parce que tout le monde se pose une question, où est l'intrus? Il est passé où? Il n'a pas pu sortir, mais il peut pas être encore en dessous. Et à ce moment-là, ils n'ont d'autre choix que d'emprunter le tunnel pour aller voir s'il n'y est pas encore. Même si les policiers ont refusé en bloc en premier lieu, Jim a insisté et tout le petit groupe est finalement descendu. Mais les flics ont paniqué pour de bon et à mi-chemin, ils ont préféré faire demi-tour pour à nouveau regarder les caméras. Et alors, il y a eu une décision très étrange, on va dire, mais Jim a eu l'autorisation de barricader les deux extrémités du tunnel. Et ce qu'il a fait très solidement. Ça va peut-être vous décevoir, mais c'est comme ça que l'histoire se termine. Les photos et les vidéos ont été largement diffusées, mais nous n'avons eu aucune piste utile. En tout cas, suite à ça, n'ont jamais eu aucun signalement de gens qui disent avoir reconnu ce type, malgré la bonne qualité. Vous pouvez le voir sur les photos, on peut reconnaître si on connaît le gars, quoi. Était-il effectivement arrivé à se glisser par une trappe dans la cuisine occupée, sans que personne le voie et qui ne laisse aucune trace? En réalité, je pense que oui.
En tout cas, dans les mois qui suivent, il n'y a pas eu d'odeurs suspectes qui sont sorties du tunnel, qui aurait pu être un cadavre en décomposition par exemple. Et pratiquement 1 an après cet événement, Katharina explique qu'ils ont dû casser les barricades du tunnel suite à un dégât des eaux. Et heureusement, si on peut dire, on n'a trouvé aucun cadavre. Mais je vous jure que si on était tombé dessus, j'aurais gardé son crâne pour l'exposer dans la boutique. Et bien voilà, en tout cas, vous, s'il vous est arrivé des choses bizarres Halloween, n'hésitez pas à en parler en commentaire. D'ailleurs, passez une très belle soirée d'Halloween. Je sais pas si vous avez tendance à fêter ça, la région dans laquelle vous vous trouvez dans le monde, mais je vous avoue qu'ici à Lyon, c'est plutôt timide. C'est pas trop la fête qui est célébrée en France. Ce qui est dommage parce que moi, ce serait clairement l'une de mes préférées. J'adore cette ambiance. Mais bon, voilà, je vous souhaite une belle nuit, pas trop de cauchemars, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.